Sud Radio. 7h, 8h30, Ménard en liberté. Hier matin vers 6h, 4 jeunes, ils ont entre 17 et 21 ans, étaient surpris par des policiers. Ils tentaient de cambrioler un magasin à Narbonne. Vous savez, dans une zone commerciale, c'est à l'extérieur de Narbonne. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont foncé sur les policiers. Heureusement, aucun de ces policiers n'a été blessé. Ils se sont alors enfuis en direction de Perpignan. À un rond-point, ils sont sortis de la route. Ils ont été arrêtés. Vous avez bien entendu, tout cela s'est passé à Narbonne. Pas dans une de ces banlieues où l'on brûle les voitures, où les forces de l'ordre ont peur de pénétrer. À Narbonne, à 10 km de chez moi. Dimanche, dans un train qui se dirigeait vers Paris, une jeune femme, elle a une trentaine d'années, elle est enceinte de 4 mois. Elle a été agressée et violée par un garçon de 18 ans, tout juste majeur. Il a pointé un couteau sur son ventre. Au premier arrêt, il s'est enfui. Et il a été arrêté grâce, je le souligne, grâce aux caméras de surveillance. À Miramas, près de Marseille, c'est un garçon de 17 ans qui a été ligoté et tabassé par son propre frère. Il ne respectait pas le jeûne du Ramadan. C'est ça qu'on lui reprochait. À la Courneuve, c'est un enfant de 10 ans qui tombe du 5e étage. Il avait les pieds et les poings liés avec du câble électrique. Son père a avoué qu'il l'avait ligoté pour le punir. Je vais arrêter là. Vous l'avez compris, je peux comme ça, tous les jours, vous citer des faits divers, des dizaines de faits divers qui disent la violence, mais aussi la peur, le désarroi face à des comportements qu'on ne comprend pas, que je ne comprends pas. Et quand vous demandez à nos politiciens, à nos hommes politiques ce qu'il faut faire, alors vous avez les uns qui vous abreuvent de chiffres rassurants, auxquels d'ailleurs personne ne croit, pas même eux, qui vous nous annoncent le 250e projet de loi. Les autres, c'est la gauche, nous parlent de prévention, de manque d'effectifs. Mais rien ne change. Au contraire, tout s'aggrave. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Être plus sévère avec les voyous, oui, les voyous, y compris les voyous mineurs, multiplier les caméras de surveillance, même si ça ne plaît pas, vous savez, aux prétendus défenseurs de liberté, organiser nous-mêmes notre sécurité, comme l'ont fait certains Anglais pour se défendre face aux casseurs, vous vous rappelez, il y a quelques semaines. Voilà, de tout cela, nous allons débattre. Alors, vos témoignages, vos colères, vos sentiments, vos coups de colère, vous appelez tout de suite, mais tout de suite, le 3628 et vous dites Sud Radio. Vous pouvez tout nous dire, vous pouvez tout me dire. Ici, on est libre de parler. Alors, vous en profitez. Alors, ouvrez-la. Ménard en liberté sur Sud Radio. Face à la montée de la violence, a-t-on raison d'avoir peur ? Avez-vous peur ? Avez-vous peur ? 36 28, vous dites Sud Radio et vous nous dites ici ce que vous ressentez, vous nous racontez ce qui vous arrive, vous nous dites ce qui est arrivé à vos voisins, à vos parents, à votre père, à votre mère, à vos enfants. Vous nous racontez, qu'on entende enfin ce qui se passe réellement. Véronique, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour Robert. Véronique, donc vous voulez nous parler d'une autre violence. J'y ai pas fait allusion, mais vous avez raison, il faut insister là-dessus. C'est la violence à l'école. À l'école. Vous en êtes témoin ? Tout à fait, puisque je suis personnel d'éducation et administrative, donc j'ai l'occasion d'aller sur les cours de récréation. Et un jour, j'ai été obligée d'intervenir auprès d'un enfant qui était très agressif envers ses camarades. Je pense que l'enfant, le connaissant un peu, était certainement précoce et visiblement, il ne supportait pas l'injustice dans les jeux avec ses camarades. Donc il a été plusieurs fois jusqu'à frapper ses adversaires. L'enfant voulait même jusqu'à tuer l'autre enfant qui l'avait perturbé. Et pour stopper cet incident, il a fallu que plusieurs adultes de l'école interviennent. Mais Véronique, c'est un cas exceptionnel où vous avez l'impression que c'est le signe de quelque chose qui est palpable tous les jours. Bah écoutez, je pense que c'est malheureusement de moins en moins exceptionnel parce que, si vous voulez, on a étudié un petit peu le cas de l'enfant. C'est un enfant dont les parents s'entendaient pas du tout à ce moment-là. On sait que les parents ont divorcé. Donc je pense que c'est essentiellement dû à l'ambiance familiale.
Attendez, voilà. Véronique, ça ne peut pas rendre compte de tout. Je vais vous donner un chiffre, mais vous le connaissez mieux que moi parce que c'est votre job, vous y travaillez tous les jours. Il y a un enfant sur 10 qui va la peur au ventre à l'école. Oui. La peur au ventre. Attendez, un enfant sur 10. Vous imaginez si c'était le mien, le vôtre, ce que vous ressentriez? Enfin, c'est terrible, un enfant sur 10. Moi, je serais terrifié si ma petite fille Clara me disait « j'ai peur d'aller à l'école ». Comment vous expliquez ça, Véronique ? Écoutez, je pense que c'est dû un petit peu à l'agressivité des autres enfants aussi. Les enfants entre eux, si vous voulez, n'ont pas de retenue. Bon, ils se disent franchement les choses et menacent leurs camarades, même en primaire. Donc, même en primaire, c'est un petit peu inquiétant. Bon, ça, je pense que c'est dû aussi à l'éducation que les parents donnent. On est trop à l'écoute des enfants. L'enfant est trop le centre du monde. Il est témoin de beaucoup trop de choses. En fait, et si vous voulez, il n'y a pas de limite. Donc, attendez, du Véronique, coup, Véronique, auprès des camarades comme auprès des adultes, il n'a aucune retenue. Qu'est-ce que ça veut dire, Véronique? Ça veut dire qu'on n'est pas assez sévère avec nos gosses? C'est ça que vous voulez dire? Je pense que dans certains cas, on n'est pas assez sévère, oui. Ça veut dire quoi? Qu'on leur apprend plus, on leur apprend pas la morale, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien? C'est à ça qu'il faut revenir? Écoutez, alors ça dépend peut-être des familles, mais je pense qu'en plus, on laisse beaucoup trop l'enfant faire ce qu'il veut. Je pense qu'il faut établir des règles et pas le laisser non plus s'exprimer sur tout. Enfin, il a le droit d'avoir bien sûr des points de vue, mais je pense que dans certains cas, l'enfant peut peut-être écouter, mais n'a pas à intervenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revenir à plus d'autorité? Alors, peut-être aussi plus d'autorité, parce que des fois, certaines bêtises font rire les parents, et je pense que les parents n'évaluent pas toujours les retombées à l'extérieur. Mais alors, les profs, les gens comme vous qui sont dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qu'est-ce que vous dites? Vous tapez du poing sur la table, ou là aussi, vous avez peur de rappeler certaines règles? Écoutez, moi, personnellement, je suis peut-être un peu atypique, mais je n'ai pas peur de rappeler les règles, parce que je crains pas trop les représailles. Mais ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que je trouve que les adultes en général craignent les représailles et n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Mais c'est vrai aussi pour les profs, pour les instituteurs? Oui, je pense aussi, oui. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'avoir ensuite le lobby des parents d'élèves qui viennent leur faire une leçon de morale? Peut-être, mais écoutez, moi personnellement, je trouve que quand c'est justifié, je pense qu'il faut oser dire à l'enfant que ça ne va pas, qu'il a été trop loin. Après, il y a façon de le dire. Mais Véronique, moi, est-ce que votre... Je sais que j'ai un certain culot, mais si vous voulez, j'estime que quand c'est justifié, il faut aller jusqu'au bout et dire ce que l'on pense à l'enfant. Voilà, dans la mesure où on respecte l'individu en le disant, si vous voulez, je pense que ça pose pas de problème. Mais Véronique, vous avez l'impression que ce que vous me dites là, qui semble marquer du coin du bon sens, vous avez l'impression d'être minoritaire dans l'éducation nationale? Moi, je suis un peu sidérée. Les gens autour de moi craignent les représailles, si vous voulez. Même là, je suis dans une école privée, hein, donc si vous voulez, les parents ont quand même leur place. Et je pense qu'on craint les parents. Et je trouve ça un petit peu dramatique, parce qu'à partir du moment où les parents inscrivent leurs enfants dans des écoles privées, si vous voulez, il y a des règles. Hein, les parents sont au courant qu'il y a des règles au départ. Si l'enfant ne les respecte pas, je pense qu'en tant qu'éducateur ou enseignant, on a à réagir. Mais ça veut dire, pour revenir sur les parents d'élèves, vous pensez que les parents d'élèves ont trop de pouvoir aujourd'hui dans l'école? Dans certains cas, oui, puisque si on les laisse, si vous voulez, si nous, les enseignants ou le personnel d'éducation, on ne réagit pas face aux problèmes, si vous voulez, on laisse, en ne réagissant pas, on laisse les parents pénétrer un peu plus. Je le répète, je le redis pour Véronique, mais elle le sait pour tous ceux qui nous écoutent, je redonne ce chiffre terrible à mes yeux. Un de nos enfants sur 10 se sent menacé quand il va à l'école, a peur d'abord, il faut le dire, de ses propres camarades. Un enfant sur 10. Hélène, vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, vous m'entendez, Hélène? Oui, tout à fait, bonjour. Voilà, et vous me dites, on n'est plus à Marseille, on est à Kaboul, vous exagérez pas un peu quand même? Non, j'exagère pas. Et en plus, je suis pas la seule à le dire. Vous avez dû lire sur certaines revues la polémique que fait ce qu'a écrit Alain Carrez en 2005. Donc, c'était déjà d'actualité en 2005. On est en 2011. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas de quoi vous parlez là. Hélène, expliquez-nous en 2 mots.
C'est Alain Carrez qui a dit qu'il ne reconnaissait plus sa ville, qu'il ne retrouvait plus Marseille comme il le connaissait, que les rues sentent mauvais. On veut faire de Marseille une ville européenne, mais on est loin de résultats escomptés. On est à 2 ans de l'échéance et on est loin des résultats escomptés. Et quand je dis qu'on est à Kaboul, si vous connaissez Marseille, vous allez sur la Canebière. La Canebière, c'est Kaboul. Voilà. Alors, attendez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sentiment d'insécurité. Attendez, pardon. Marseille est au main des immigrés, voilà. Enfin, attendez, il y a la police à Marseille, il n'y a pas que des immigrés à Marseille. La police, elle se fait caillasser. La police, elle ne va plus dans certaines cités. Ce sont des lieux de non-droit. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les règlements de compte. Maintenant, ils arrivent à se tuer entre eux. Qui se tuent tous, au moins, on arrivera à en avoir un peu moins. Attendez, on peut pas dire ça. Il n'y a pas les immigrés. Il y a d'abord, dans les Arabes et dans les musulmans, il y a beaucoup de Français comme vous et moi qui sont exactement français. Mais alors, attendez. Ils sont tous français. Hélène, il y a 90% qui posent aucun problème. Il faut pas rigoler quand même. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il faut se séparer des 10% qui posent problème. Et vous-même, vous me dites que vous avez été agressé. Alors moi, j'ai été agressée le 28 juillet et ma cousine avec qui je me trouvais a été agressée le 4 juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 28 juillet, j'étais à Aubagne, une petite ville bien sûr, on connaît romanesque, la ville de Pagnol, oui. donc où on se croit encore en tranquillité. On ne l'est pas parce qu'on a une municipalité qui nous a menés pour pouvoir être réélus un tas d'immigrés. On leur donne. Vous en avez après les immigrés, vous exagérez pas là un petit peu quand même? Non, j'en ai après les étrangers. J'en ai après les étrangers, quels qu'ils soient. Et je trouve scandaleux en France que pour être bien vu, on donne tout aux étrangers et que pour pouvoir leur donner, on prenne aux Français. Et en particulier aux Français qui travaillent. Si vous vous sentez abandonné, Hélène? C'est ça votre sentiment? Non, je ne suis pas abandonnée, je suis en famille. Je veux dire par les pouvoirs publics. Non, attendez, je parle pas de votre famille. Je parle par les pouvoirs publics, par la police. Par les pouvoirs publics, je ne me sens pas abandonnée, je me sens plumée. Vous savez ce que ça veut dire, plumée? Oui, ça, je sais ce que ça veut dire. J'ai un travail de travailleur indépendant, je me sens plumée et je me sens odieusement volée pour le travail que je fournis, pour pouvoir entretenir des feignants à qui on assiste, que l'on assiste en permanence. Et ça, je ne supporte plus. Je pense que je ne finirai pas mes jours en France, je ne supporte plus. Et ce que je trouve odieux, c'est que la police n'a plus le droit d'aller dans certains endroits. Quand elle y va, s'il y a une petite bavure, parce qu'à force de recevoir des coups, des pierres, de ci, de là, je comprends très bien qu'on puisse réagir. Dès qu'il y a une bavure, on en fait toute une histoire. Mais dès qu'il y a un problème, comme ceux que vous avez cités tout à l'heure, vous avez dit un jeune, vous n'avez jamais donné leur nom. Et quand on ne donne pas les noms, c'est parce qu'on veut les cacher. C'est tout. Si c'est un Français de souche avec un nom français qui commet un méfait, vous en avez plein les journaux. Vous avez son nom qui est écrit 50 fois. Si c'est un étranger, on dit un jeune, ainsi, un là. Mais non. Vous avez raison. Hélène, sur ce point, vous avez raison. Les médias, quand ils ne citent pas les noms, c'est souvent qu'ils ont des consonances étrangères. Il est 7h24 sur Sud Radio. Je vous rappelle, 36 28. Vous dites Sud Radio. Vous êtes en toute liberté, vous pouvez, comme Hélène maintenant, nous dire enfin ce que vous ressentez, sans censure, sans précaution. Je vous retrouve dans quelques secondes. Pour avancer, participez. MENA en liberté sur Sud Radio. Face à la montée de la violence, avons-nous raison d'avoir peur et qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout de suite, Chantal, mais avant de nous entendre Chantal, je le redis, 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes ici en liberté. Vous pouvez dire ce que vous pensez sans aucune précaution. Chantal, alors vous avez été agressée, c'était lundi, mais attendez, c'était Non, je n'ai pas été agressée, j'ai assisté vous avez assisté à une agression. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes à Bayonne. Donc je suis à Bayonne, en plein centre-ville, et lundi dernier, donc il y a 3 jours... je me garais devant chez moi à 16h30, en plein milieu d'après-midi. Et j'ai vu un Maghrébin qui agressait un jeune d'à peu près son âge. Donc le Maghrébin devait peser 50 kilos, devait avoir entre 16 et 18 ans, et sa victime pareil. Donc la victime était en sang, la tête en sang, il a continué à le rouer de coups. Donc je me suis mise à hurler pour essayer de l'arrêter. Ce jeune Maghrébin s'est alors retourné contre moi. Il est venu vers moi menaçant.
Mon voisin qui a un bar a appelé aussitôt la police. Mais les gens ne sont pas intervenus auprès de vous? Alors voilà, il y avait au moins 10 hommes attablés en train de boire le café. Pas un ne s'est levé, pas un ne s'est retourné. Mais comment vous expliquez ça, Chantal? Mais ils ont peur, c'est quoi? Alors c'est la peur, c'est l'indifférence. C'est pas pareil. Ils ont peur ou ils sont indifférents? Je pense ils s'en foutent ou ils craignent pour leur sécurité? Ils ont un peu peur, mais enfin face à un morpion de 16 ans qui passe 50 kilos quand il y a quelques hommes autour qui doivent faire le double du poids et qui sont basques d'autant plus, donc reconnus pour leur force, je trouve quand même que c'est déplorable. Attendez, parce que Chantal, quand même. Oui. Évidemment, il faut qu'il y ait des policiers, évidemment, il faut qu'il y ait des gendarmes, évidemment, c'est à l'État de protéger, de nous protéger, de protéger son peuple, bien sûr. Mais quand même, il y a des réflexes citoyens. Quand on voit quelqu'un se faire agresser, on se lève. Moi, ça m'est arrivé dans le métro de voir des gens se faire insulter sous les yeux d'une rame de métro comble et personne qui bouge. C'est invraisemblable. Ça vous choque pas, ça aussi, Chantal? C'est quand même notre affaire, la sécurité. Pardon, je pense que les femmes sont beaucoup plus courageuses parce que nous étions 3 femmes là, mais bon, nous étions des petits cabarets et nous avons eu peur, faut le dire, parce qu'il était très menaçant. Par contre, la police qui a été appelée, qui habite à 800 mètres des lieux où il y a eu l'agression, n'est arrivée que 20 minutes après. Donc je pense que c'était l'heure du thé, qu'il fallait pas les déranger. Mais enfin, quand même, je suis quand même très très choquée par leur comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font pas leur boulot? Je trouve qu'ils font pas leur boulot, exactement. Ils font pas leur boulot et ils ont peur face à des mineurs, qui sont des dealers, puisque je pense qu'ils vivent de ça. Et bon, s'ils commencent à envahir des villes qui sont relativement calmes comme Bayonne et que personne ne fait rien, même pas les autorités, voilà, je trouve ça choquant. Et je suis offusquée par le comportement des gens autour qui sont trop indifférents. Je le sens bien, je vous approuve sur effectivement la lâcheté un petit peu, voilà, générale. Écoutez, on va aller en Gironde, pas loin de chez vous. Lounis, vous vous dites, il faut plus de sévérité. Plus de sévérité à l'égard de qui? De tout le monde? De tous ceux qui commencent même une petite agression? Oui, tout à fait. Il faut une grande sévérité parce que Nicolas Sarkozy a voulu changer la loi sur les mineurs. Ça s'est pas fait parce que le Parlement n'était pas d'accord. Et ce qui se passe, c'est que si à l'heure d'aujourd'hui, on continue comme ça, on n'avancera pas. Donc si les peines de prison ou les éducateurs sont pas mis en place, la délinquance continuera et vu que c'est une société de consommation et que les jeunes ont besoin d'argent et quand ils en ont pas, ils vont trouver, à l'arrivée des courses, c'est que de la délinquance. Et par rapport à ce que disait la dame à l'instant, c'est un problème civique après. C'est juste les gens n'ont pas envie de s'impliquer dans un problème des autres qui ne leur concerne pas et ils veulent rentrer chez eux sans blessure. Mais Lounis, vous dites c'est un problème d'éducation, vous avez raison, on le disait tout à l'heure avec une auditrice, un problème de morale, un problème d'autorité, mais aussi il y a un problème de répression, non? Ah non, mais tout à fait, c'est un problème de loi. C'est qu'à l'étranger... Attends, on en a 50 lois, Lounis. Sarkozy, il en fait une tous les matins de loi et ça n'a pas l'air de changer, Lounis, quand même. Elles ne sont pas appliquées. Le problème qui se passe... Alors on fait moins de lois et on applique celles qui sont en place, là, celles qui ont été votées. La police, à l'heure d'aujourd'hui, elle est bonne que pour vous mettre des amendes en voiture ou quoi que ce soit. Quand vous avez des jeunes, des délinquants ou quoi que ce soit, on les laisse tranquilles, on leur met des petites peines de prison ou on attend qu'ils ont fait des gros délits pour les envoyer en prison. Il n'y a rien qui est mis en place. En prison, ils arrivent et après ils ressortent. Il n'y a rien qui est mis vraiment en place pour les réinsérer dans la société. Donc à un moment donné, ça recommence. À Bordeaux, il y a une bande de jeunes qui s'est fait attraper pour des cambriolages. C'était des mineurs. Ils avaient 14, 17 ans. Et oui, et voilà. Il y a des bandes qui savent très bien qu'à partir de 14 ans, vous n'allez pas en prison. Donc vous pouvez cambrioler. Quand vous avez les chefs de bande qui les envoient, c'est sûr et certain qu'ils vont pouvoir cambrioler. Ils vont pouvoir voler. Vous partez pas en prison. Il y a personne qui gère tout ça. Donc à un moment donné, il faut vraiment appliquer les lois et attraper les mineurs et puis leur mettre des maisons de redressement ou quoi que ce soit. Mais il faut faire quelque chose dès maintenant parce qu'on va avancer dans le temps, la délinquance elle va augmenter, le travail il n'y en aura plus, donc systématiquement les gens auront besoin d'argent et les jeunes aussi, avec des parents au chômage ou quoi que ce soit, ce n'est pas la peine et on n'avancera de nulle part, on ira face à un mur.
Donc, moi, je Louni. suis d'origine maghrébine, j'ai jamais été délinquant. J'ai connu les cités, mais moi, parce que j'avais une morale et j'avais des parents derrière moi, quand vous avez des jeunes où les deux parents travaillent, ils sont livrés à eux-mêmes. Lounis, vous avez vu, il y a beaucoup de nos auditeurs qui mettent en cause les immigrés, vous avez entendu? Oui, mais les immigrés, le point qui se passe, c'est qu'on peut toujours les remettre en cause. L'immigration, elle a été choisie par l'État, la délinquance est presque choisie par l'État. Au moment des élections, on va se faire lire comment? On va vous dire, on va envoyer les étrangers chez eux, mais quels étrangers? Ils sont nés ici. Moi, je suis de parents étrangers, je suis français. Je suis né sur ce territoire. Si demain matin je décide d'être délinquant, je suis né sur ce territoire. Je suis français. Les gens ne comprennent pas. On a des têtes de maghrébins, on fait des délits de faciès, mais c'est tout. Après, le point qui est, on n'est pas délinquants. Et c'est pas une majorité. Les gens, il faut qu'ils arrêtent. Les étrangers ne sont pas délinquants. Donc c'est tout. Après, c'est une minorité de personnes qui salit en fait une grosse communauté d'étrangers. Et après, c'est tout. Mais le problème qui se passe, c'est que dans ces cas-là, eh bien, on n'a qu'à renvoyer tout ce qui ne cotise pas. Et voilà, qu'ils soient français ou pas français, on n'a qu'à renvoyer tout le monde. On va continuer à en parler. 7h51 sur Sud Radio. 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes sur l'antenne, vous pouvez répondre à Lounis. Par exemple, juste avant de donner la parole à Stéphane, qui est, lui, ulcéré d'entendre les gens mettre tout sur le dos des immigrés, on va y revenir. Juste, quand même, une information qui vaut son pesant de cacahuètes. Marie-Laure Bardèche, qui est la sous-préfète de l'Aude, écoutez, on l'a appelée et elle refuse, entendez bien, elle refuse de s'expliquer sur l'interdiction qu'elle a opposée à la décision du maire de Maillac, dans l'Aude. Maillac, c'est un petit village, 400 habitants, je vous le disais, à 25 km de l'Aude, qui avait voulu, le maire de l'Aude, qui est le maire de Maillac, qui avait voulu instaurer un couvre-feu à 22h pour les mineurs de moins de 17 ans à la suite d'un viol et de coma éthylique. Et la sous-préfète de l'Aude, a refusé de s'expliquer quand on lui a demandé pourquoi elle s'était opposée à ce qui semble une mesure de bon sens. Je le regrette et je lui redis, Madame Bardèche, il faut venir s'expliquer face aux gens, sinon les gens vont être encore plus exaspérés et vont comprendre encore un peu moins l'attitude des pouvoirs publics que vous représentez, Madame la sous-préfète. Stéphane, vous êtes à Paris et vous êtes ulcéré d'entendre des gens mettre tout sur le dos des immigrés. Ah oui, tout à fait. Écoutez, moi j'ai vécu, je suis à Paris actuellement, mais il n'y a pas si longtemps, j'étais à Marseille, j'y ai vécu 4 ans. J'ai vécu à Bayonne, parce que j'ai entendu qu'il y avait Bayonne aussi. Bien sûr. Et pareil. Écoutez, là, ce que moi j'ai vu à Marseille, c'est que c'est général, c'est un laisser-aller général. Les gens se fichent de tout. Voilà. Donc on grille les feux rouges, vous allez faire vos courses, vous êtes obligé de calculer, vous êtes obligé de regarder ce qui vous manque, votre monnaie, vous êtes obligé de vérifier votre marchandise. Écoutez, et après on va vous dire oui, c'est les étrangers. Moi, les bandes de jeunes à Marseille, j'ai vu, ils sont mélangés. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des arabes. Donc il faut arrêter de dire que c'est tout le temps les arabes. Alors, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les Français sont racistes? C'est pour ça qu'ils montrent du doigt les immigrés, qui souvent ne sont pas des immigrés, qui sont des enfants d'immigrés, qui ont vécu en France et qui sont nés en France et qui sont français comme vous et moi. Mais quand même, il y a un problème. Les gens sont pas fous de dire ça quand même. Non, on voit bien. Attendez, vous allez dans. Je dis pas que c'est parce que vous êtes maghrébin que vous êtes violent ou un cambrioleur ou un agresseur. Mais en même temps, vous allez dans une prison française et vous le constatez bien. Alors il y a des explications sociales et tout. Mais enfin, les gens sont pas fous. Ils inventent pas. Stéphane, ils n'inventent pas les gens. Non, mais je n'ai pas dit, je peux comprendre, parce que c'est normal. Ce qu'ils voient dans la rue, ce sont les gens qui ne sont pas... Écoutez, vous avez par exemple, sur une feuille blanche, vous avez des points blancs et vous avez des points noirs. Ce que vous verrez, ce sera uniquement les points noirs. Attends, si c'est pour me dire, vous avez raison, que 90% des immigrés ou des enfants d'immigrés posent pas de problème, c'est évident, c'est les 10 autres % qui posent problème. Voilà, donc par contre... Mais il faut le dire, Stéphane, il faut le dire. Il faut le dire, pas pour montrer du doigt les uns les autres, pour essayer de régler. Je ne monte pas les gens. Allô? Oui, je vous écoute, allez-y, on vous entend. Je ne monte pas je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il y a un problème général. Que ce soit des petits blancs, que ce soit des petits noirs, que ce soit des petits arabes, il y a un problème général. Il y a un laisser-aller pour tout. Les parents ne prennent plus leurs responsabilités. C'est-à-dire que les gamins font n'importe quoi. On les laisse tout faire. Et après, on se plaint
on se plaint que rien ne va. Tout à l'heure, j'entendais dans le métro, quelle que soit la grande ville de France, dans le métro, les gens se font agresser. Il n'y a personne qui bouge. Oui, je le disais. Enfin, vous le savez, vous vivez à Paris, vous avez l'expérience des insultes, des jeunes femmes qui se font traiter de tous les noms d'oiseaux, et il y a tout le monde qui regarde ses pieds ou qui regarde à côté. Ça vous donne envie de vomir, des fois. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais dans le RER parisien il y a quelques années de ça. Il y avait des jeunes qui étaient en train de fumer un pétard. Je leur ai simplement demandé de se déplacer parce que ça gênait tout le monde. Donc, rien à dire. Les jeunes, alors ça a commencé, ça a monté en puissance, je n'ai rien lâché. Je me suis retrouvé avec 3 jeunes, tout seul. Personne n'a bougé. Eh oui, ça arrive 1000 fois. Stéphane, merci. Il est 7h55 sur Sud Radio. C'est simple, toujours pareil, 36 28. Et vous témoignez en direct. Vous nous dites ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous proposez. Laure, vous êtes aussi à Paris. Bonjour Laure. Bonjour. Laure, et vous êtes étonnée que personne ne parle de l'éducation des parents. On en a un petit peu parlé, Laure, quand même, peu au début. On n'en parle pas assez, c'est ça? C'est de bonne heure et je circule dans la maison, j'ai pas tout entendu. Pourquoi? Alors, d'après vous, c'est les profs, c'est les parents qui ont aussi une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, dans cette espèce de laisser-aller? Je dis qu'un enfant, lorsqu'il a 7-8 ans, il est déjà, à l'heure actuelle, un petit bonhomme. Oui. Il observe tout. Il est capable de... vous mettez un téléphone à un enfant qui est encore dans la poussette, il est capable, un portable, il est capable de bien mettre l'écouteur à son oreille et d'entendre son papa ou sa maman qui est au loin. Un enfant, maintenant, est un peu en avance. Oui, mais enfin, c'est un enfant, Laure. Écoutez-moi, si les parents ne sont pas là pour équilibrer ce qu'ils voient à l'extérieur et ce qu'ils doivent faire, eh bien, il s'en sortira jamais. Il deviendra un délinquant parce que c'est vite fait de faire mal. Un enfant n'est pas responsable de tout. Et quand il devient un délinquant à 10 ans, après c'est foutu. Ce père de famille, parce que son enfant avait volé un portable, je sais pas quoi. Oui, vous avez vu ce qu'il a fait? Oui, mais il est devenu fou, le bonhomme. Eh oui, il faut parce pas... que le vol lui a claqué à la gueule. Et ce matin, je voulais dire que les parents n'ont pas toutes les responsabilités, mais qu'ils en ont une part. Et à l'heure actuelle, quand vous voulez... Laure, merci. Je vais être obligé de vous couper, Laure. Il est 7h57 sur Sud Radio. Je vous retrouve dans quelques secondes. Sud Radio. 7h, 8h30. Ménard en liberté. Face à la montée de la violence, a-t-on raison d'avoir peur? Avez-vous peur? Jacques Miard, vous êtes avec moi en ligne. Jacques Miard, on vous connaît, vous êtes député UMP, vous faites partie de la droite populaire. Oh, vous n'avez pas aimé ce que je dis une fois de plus. Enfin, c'est la droite de l'UMP. Vous avez entendu, Jacques Miard, vous avez entendu l'exaspération des gens face à la violence? Écoutez, ça me paraît tout à fait normal, car la première des libertés, c'est d'aller et venir en toute sécurité. Ça s'appelle la sûreté en termes révolutionnaires. Ça fait même l'objet d'un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais Jacques Miard, qu'est-ce que vous faites? Depuis 2002, la violence aux personnes, c'est-à-dire celle qui est le plus sensible, elle a augmenté de 20%. C'est pas moi qui le dis, c'est Claude Guéant, votre ministre, notre ministre de l'Intérieur. Nous avons un fait de société dans lequel, effectivement, nous sommes tous responsables de cette situation. Ça commence, vous savez, la violence, ça commence à la maternelle. Car j'ai déjà vu dans certaines écoles des enfants se monter agressifs, et tout ça, c'est une culture qu'il faut combattre. Et vous avez raison de dire que c'est inadmissible. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'il fallait ne rien tolérer et qu'il fallait aussi adapter la répression à la nature même, je dirais, du délinquant. Et justement, Jacques Miard, sur ce point, vous avez vu, les gens montrent du doigt souvent les mineurs en disant finalement ils échappent à la répression. Or, il y a de plus en plus de mineurs, manifestement, qui s'en prennent aux autres en se disant je suis mineur, je risque moins. Est-ce que vous l'entendez, ça ?
Bien évidemment. Et qu'est-ce que vous faites? 2 propositions de loi en tant que député pour créer des unités disciplinaires à statut quasi-militaire sur le contrôle du juge pour que véritablement on puisse redresser, entre guillemets, qu'on puisse reformater ces jeunes et leur apprendre la discipline. Si vous les mettez en prison, premièrement c'est très difficile d'envoyer un mineur de 13 ans, 14 ans en prison. Oui, mais on trouve quelque chose, Jacques Miard. Alors, c'est exactement ce que je propose, des unités disciplinaires. Et j'en avais d'ailleurs fait plusieurs fois une proposition de loi. J'en ai fait 2. J'ai fait quelques articles à ce sujet. Et bien évidemment, on me dit oui. Mais ouais, on fait rien. On fait rien. Il faut aller dans ce sens. On fait rien, Jacques Miard. On commence à avoir justement ces unités qui sont des cadres fermés. Il faut les démultiplier. C'est la seule solution. Il faut rétablir une discipline sociale d'ordre quasi, je dis bien, et je pèse mes mots, quasi militaire. 8h13, Jacques Miard. On vous garde en ligne. Tout de suite, on se retrouve. Je vous rappelle, 3628, vous posez vos questions si vous voulez débattre avec Jacques Miard. 3628, vous dites Sud Radio. Dans quelques secondes, on retrouve Jacques. Pour une fois, soyons directs. Ménard en liberté sur Sud Radio. Face à la montée de la violence, a-t-on raison d'avoir peur? Je vous retrouve, Jacques Miard. Vous êtes député des Yvelines et membre de la droite populaire. Vous êtes député UMP. Jacques Miard, vous avez dit, on vient de l'entendre, en gros vous dites qu'il faut être plus sévère avec les voyous, y compris avec les mineurs. 2 questions, Jacques Miard. Soyez gentil, répondez-moi franchement, pas de langue de bois. Les caméras de surveillance, il faut les multiplier. Vous avez vu que la jeune femme qui a été agressée et violée dans un train, on a retrouvé son agresseur grâce aux caméras de surveillance. Il faut les multiplier. Bien évidemment, parce que c'est un moyen pas simplement de prévention, mais de preuve. Et c'est le plus grand problème avec la voyoucratie, c'est qu'ils ont un sentiment d'impunité. À partir du moment, on va peut-être pas pouvoir toujours prévenir, on va pas pouvoir peut-être immédiatement envoyer une patrouille, quelque chose à la caméra, mais si on a ensuite tous les éléments pour poursuivre, eh bien on crée effectivement l'incertitude sur la voyoucratie. Mais Jacques Miard, on espère qu'il y aura 60 000 caméras en France en 2011, à la fin de cette année. Il y en a plus de 4 millions en Grande-Bretagne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. C'est juste alors faites-le. J'en ai posé une vingtaine et nous allons monter à une trentaine dans notre ville. Ça nous a permis effectivement de résoudre un certain nombre d'énigmes et d'attaques et d'agressions. C'est évident qu'il faut les avoir. Et il ne faut pas avoir peur véritablement. Certains vont dire mais c'est Big Brother qui nous regarde de partout. Ah ouais, ça on l'entend, je sais. Il ne faut pas avoir peur de ces vidéosurveillances. C'est aussi la vidéosécurité, c'est ma sécurité pour chacun. Bien évidemment qu'il faut le faire. Alors, on va peut-être pas atteindre le chiffre de 4 millions comme en Grande-Bretagne, car je peux vous dire qu'en Grande-Bretagne, il y a un fort débat actuellement. Je sais aussi. Ça n'a pas permis de prévenir. Attendez, personne dit que ça va régler tous les problèmes, Jacques Miard, mais c'est peut-être une des parties des choses qu'il faut faire. C'est un élément qui permet ensuite véritablement d'avoir des éléments de preuve pouvoir poursuivre ces voyous. Jacques Miard, merci, on vous écoute et puis je vous rappellerai pour savoir si tout ce que vous nous dites là, vous le faites. Geoffrey, vous dites, c'est terrible, vous me dites que vous avez essayé d'aider quelqu'un qui était agressé et vous avez pris 1 mois de prison avec sursis, je comprends rien, c'est fou cette histoire. Ben, c'est pas si simple, hein. En fait, je suis routier de nuit, je livre pour une grosse centrale, et j'étais dans un plaid qui était pas loin de la grosse ville de Bordeaux, où la nuit, des fois, ça va tout droit. Et j'entendais crier au loin, alors que j'étais en train de livrer ce magasin-là, et puis je me suis inquiété, je commençais à entendre une fille qui criait et tout, et ben en fait, faire se faisait qu'il y avait 2 garçons qui étaient en train de... avec leur façon de parler à eux, qui déterminent facilement qu'ils venaient de la cité, qui voulaient attraper cette fille, et j'en sais rien ce qu'ils allaient en faire, qu'ils l'avaient attrapée dans un coin. Et je me suis interposé, puis à partir de là, que vous commencez à vous mêler de leurs histoires, bah ça va, tout va, et ils commencent à crier dans tous les sens, à parler dans une langue qu'on comprend pas bien. Et c'est devenu assez physique, parce qu'ils sont, je sais pas, quand ils tombent... Vous êtes battu. Vous êtes battu. Je me suis battu, j'ai fait tout ce que j'ai pu, chance. Mes parents m'ont fait que je suis pas taillé dans une arbalète, donc
ça a été pour moi, malheureusement pour moi aussi, parce que vu que je marque pas bien les coups qu'ils m'ont donnés, j'ai pas pu vraiment me défendre. Et lui, il y en a un qui passait avec une mâchoire brisée et un coup de plus ou moins abîmé. Et c'est vous qui avez été condamné. Et c'est moi qui ai pris parce que tout simplement, parce que je sens un peu trop la France et que il n'était pas vraiment français et que apparemment ça passe bien pour eux. Parce que il y a plusieurs années, je dirais une dizaine d'années en arrière, j'ai eu le même problème avec des Français, on va dire non français. Et peut-être les gens étaient français aussi en face de vous. C'est pas parce qu'ils sont arabes qu'ils sont pas français. Vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord. Mais quand ils ont un nom à consonance, j'ai l'impression que eux ont plus de pouvoir à se défendre que l'autre. Geoffrey, on va tout de suite. Oui. Geoffrey, on va tout de suite poser la question à Hassan Safaoui. Hassan Safaoui, bonjour. Vous êtes responsable de la communication de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF. Vous n'avez pas bonne presse, souvent, on vous considère comme des extrémistes. Qu'est-ce que vous avez envie, Hassan Safaoui, de répondre à tous les gens, vous avez entendu depuis ce matin, je n'en reviens pas moi-même, du nombre de gens qui mettent en cause ou les immigrés ou les fils d'immigrés, pour dire les choses en un mot, les Arabes, les musulmans? Juste pour corriger, déjà, on est plutôt considéré fondamentaliste orthodoxe plutôt qu'extrémiste. Jamais. Vous avez raison de le préciser. Voilà, mais comment vous, Hassan Safaoui, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens-là? Oui, tout à fait. La violence qui est liée aux jeunes immigrés, je crois que c'est un raccourci inacceptable dans le sens où, effectivement, la violence, on peut la lier à un contexte économique et social qui est défavorable, qui est celui des banlieues. Oui, mais dans les banlieues, il n'y a pas que des immigrés. Alors pourquoi les gens montrent du doigt les immigrés? Oui, mais justement, une grande concentration quand même d'immigrés se trouve dans les banlieues. C'est ce qui fait peut-être le raccourci facile dans la tête des gens et qui fait que effectivement, on assimile peut-être cette violence beaucoup plus aux immigrés. Et puis quand même, la crispation de l'autre aidant, on est tout à fait enclin à pointer du doigt cette tranche de notre population. Mais je crois que la violence que vit notre société, il faudra qu'on revienne à quelque chose de basique. Je crois que c'est un problème de notre époque moderne, avec effectivement le contexte de la banlieue qui est difficile. On est attendez, Hassan Safaoui. Là, j'ai pas le temps, mais il y a Christophe, par exemple, qui est à Toulouse. Lui, il dit qu'il est d'accord avec Hélène, quelqu'un qui a intervenu avant. Il dit il n'y en a que pour les immigrés. Tous ces gens-là sont pas tombés sur la tête. C'est pas tous des fachos, pas tous des racistes. Comment vous expliquez cette espèce de ras-le-bol? Il faut faire attention, il faut répondre à cette peur. Mais je peux tout à fait répondre à ce que vous êtes en train de dire. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'effectivement, dans nos banlieues, il y a cette concentration de jeunes désœuvrés. Il y a effectivement une déconsidération de ces jeunes-là qui ne trouvent plus la parole à verbaliser leur souffrance et leur manque. Mais il y a aussi peut-être leurs parents qui disent pas assez, il y a peut-être leurs parents qui tapent pas du poing sur la table. Les conditions économiques font que les parents, effectivement, sont souvent démissionnaires. Eh oui, il faut le dire aussi. Dans ces familles-là, démissionnaires au point que, effectivement, les deux problèmes qui se posent pour un adolescent, c'est l'avoir et l'être. On n'a pas, parce qu'on regarde toujours avec envie ce que les autres ont. Ah oui, mais attendez, ils ont leurs responsabilités aussi, c'est pas la société. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Au lieu de chercher des solutions dans des solutions techniques, des caméras, des ceci ou des cela, il faut remettre le rôle de la famille au centre du débat. Responsabiliser les parents, quitte à être, moi je suis tout à fait avec ceux qui demandent plus de sévérité vis-à-vis des familles, parce qu'il s'agit de... Hassan Safaoui, dans leur famille, oui. Oui, alors je vais vous prendre un exemple. Je le disais au début de cette émission. À Miramas, près de Marseille, un garçon de 17 ans a été ligoté et tabassé par son propre frère qui lui reprochait de ne pas respecter le jeûne du Ramadan. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'est-ce que vous avez envie? Comment vous comprenez cette violence à ce moment-là, au moment du jeûne, au moment sacré pour les musulmans? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Déjà dire face à cela, si ce n'est que c'est outrancier vis-à-vis de l'islam, c'est choquant pour tous les musulmans. Et ce qui se passe, ce fait divers qui est monté en épingle, est-ce que vraiment le problème dans cette famille, c'était le problème du jeûne de Ramadan? Est-ce que le problème dans cette famille n'était pas un problème? Hassan Safaoui, la maman, leur mère à tous les deux, elle donne raison au grand frère qui tape son petit frère. Allô?
Allô. On a perdu Hassan. C'est ce que je suis en train de vous dire, Monsieur Ménard. C'est que dans cette famille, allô? Oui, je vous écoute, bien sûr, je vous entends. Dans cette famille, il y a certainement des conditions, il y a un contexte tel qu'on en arrive à des violences extrêmes. C'est normal qu'on est légitime. Mais il y a une démission de tout le monde, là, c'est pas possible. La religion, ça justifie pas tout. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc on ne peut pas mettre ce fait divers sur le dos de la religion. C'est quand même fort de café que de sortir ce fait divers et oui, mais il est dans toute la presse, ce fait divers. Hassan Safaoui, ce fait divers, il est dans toute la presse. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que j'ai envie que vous répondiez aux gens. Mais je vous réponds clairement. L'acte des jeunes, c'est un acte individuel, un acte de conviction. Et nul ne peut condamner ou ne peut imposer à qui que ce soit une pratique religieuse. En islam, le credo, il est clair dans le Coran. Nulle contrainte en matière de pratique religieuse. Alors on ne peut pas venir me dire qu'on va mettre ça sur le dos de la religion. Hassan Safaoui, merci. 8h24.